Imaginez un instant, un système philosophique tellement étrange, tellement complexe, qu'il ne viendrait pas d'un penseur ici, sur Terre, mais carrément des étoiles. Eh bien, c'est exactement là-dedans qu'on va plonger aujourd'hui. Bienvenue dans l'exploration de la philosophie du mot. Alors, la première chose qu'on lit, c'est ça. Ne nous croyez pas. Accueillez ces concepts avec méfiance. C'est quand même fou, non? C'est la toute première instruction super directe, super inhabituelle, qu'on trouve dans une série de lettres qui prétendent venir, eh oui, d'une civilisation extraterrestre humo. On est loin de l'appel à la foi aveugle là. C'est plutôt une invitation à rester très très prudent. Bon, soyons clairs tout de suite. Le but ici, c'est pas de savoir si ces lettres sont vraies ou fausses. Pas du tout. Ce qu'on va faire ensemble, c'est juste explorer la philosophie qu'il y a dedans de la manière la plus neutre possible. On va décortiquer cette vision du monde qui est vraiment unique pour comprendre sa logique, sa structure et voir où ça nous mène. Allez, on met les préjugés au placard et on y va. Ok, première étape. Avant même de nous parler de quoi que ce soit, les auteurs posent des règles du jeu. Des règles très très claires. C'est assez fascinant. On va donc commencer par là, par comprendre pourquoi ils sont si prudents, pourquoi ils refusent d'intervenir. C'est vraiment la base pour comprendre leur façon de penser. Alors, le truc le plus important à comprendre, c'est qu'ils se présentent pas du tout comme des sauveurs ou des messies. Pas leur genre. Non. Leur mission, telle qu'ils la décrivent eux-mêmes, elle est purement scientifique. Ils sont là pour, et je cite, étudier et analyser notre évolution bioculturelle. C'est tout. Ils sont des observateurs, pas des prophètes. Et ça change absolument tout. Mais alors, pourquoi rester si discret? Ils donnent plusieurs raisons. D'abord, ils le disent clairement, ils n'apportent aucune preuve. Zéro. Juste des idées. Ensuite, ils ont peur qu'une intervention directe vienne tout chambouler dans notre développement social. Ce serait contraire à une sorte de morale cosmique. Ils pensent aussi qu'adopter leurs idées comme ça, sans qu'on soit prêt, ça pourrait être vraiment déstabilisant pour nous. Et le plus fou, c'est qu'ils comptent sur notre scepticisme naturel. Pour eux, ce n'est pas un problème. C'est notre meilleure défense, une barrière qui nous protège et nous laisse évoluer à notre rythme. On passe maintenant au morceau de bravoure, ce qu'ils présentent comme le cœur de leur pensée et franchement le plus gros défi pour nous, leur logique. Et attention, on ne parle pas d'une petite différence, c'est un système de raisonnement complètement, radicalement différent du nôtre. C'est ça, selon eux, le principal obstacle à la communication. Et là, le problème, ce n'est pas juste de traduire des mots, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Ils expliquent que nos langues ne peuvent tout simplement pas exprimer leurs concepts, parce que notre pensée, elle est construite sur des fondations totalement différentes. C'est vraiment comme essayer de décrire une couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu. Ce n'est pas le mot qui manque, c'est le concept même qui est inaccessible. Alors, concrètement, ça donne quoi? Bon, de notre côté sur Terre, notre logique est souvent binaire. Une chose est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de troisième option. C'est le fameux principe du tiers exclu. Eux, par contre, rejettent complètement ça. Leur logique est polyvalente. Pour eux, une proposition peut exister dans plein d'états différents, bien au-delà du simple vrai ou faux. C'est un changement total de perspective. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils jettent notre logique à la poubelle. Pas du tout. Pour la vie de tous les jours, ils l'utiliseraient. C'est un bon outil de base. Mais dès qu'il s'agit de s'attaquer aux grands mystères, genre la physique, la biologie, la théologie, là, notre logique binaire, pour eux, c'est comme essayer de faire de la microchirurgie avec une massue. Ça ne marche pas. C'est là que leur logique à plusieurs valeurs devient indispensable. Et c'est justement cette logique si particulière qui va nous servir de clé. La clé pour ouvrir la porte de la partie la plus vertigineuse de leur philosophie, leur vision de la réalité elle-même. Alors là, vraiment accrochez-vous bien, parce que c'est le moment où toutes nos certitudes risquent d'être un peu secouées. Au centre de tout ça, il y a une question. Une question toute simple en apparence, mais qui a tourmenté les philosophes depuis la nuit des temps. Est-ce que l'univers est le même quand on ne le regarde pas? Est-ce qu'il y a une réalité qui existe là, dehors, complètement indépendante de nous et de notre conscience? Eh bien, la réponse des textes du mot est un non. Un non clair, net et définitif. Pour eux, l'idée qu'on est juste des spectateurs passifs d'un univers qui existe sans nous, c'est une pure illusion. Notre lien avec la réalité serait bien plus profond et surtout bien plus actif. Pour piger leur idée, il faut introduire un premier concept, un mot un peu bizarre, l'ayodhya. Imaginez ça non pas comme l'univers, mais comme un champ infini de tous les possibles, un océan de potentiel pur. Ce n'est pas encore la réalité. C'est la somme de tout ce qui pourrait exister, toutes les réalités imaginables qui attendent, là, en sommeil. C'est un peu comme un bloc d'argile cosmique avant que qui que ce soit ne vienne le sculpter. Et c'est de cet océan de potentiel, la lyodhie, qu'émerge le deuxième concept, le WAM. Le WAM, c'est notre univers. C'est la réalité qu'on touche,
qu'on voit, qu'on expérimente tous les jours. Et selon eux, ce WAM se crée, il se cristallise à l'instant même où une conscience comme la nôtre se concentre sur une petite partie de l'ayodi. Autrement dit, on ne découvre pas la réalité, on participe à sa création, juste par le fait de la penser. Alors, ce processus se déroulerait en 3 temps. D'abord, étape 1, la conscience se focalise. Elle dirige son attention quelque part dans cet océan de potentiel. Étape 2, l'acte de penser à ce potentiel le change, il l'altère, le déforme comme ils disent. Et enfin, étape 3, de cette interaction naît le WAM. Une réalité bien stable, bien concrète, perçue par cette conscience. C'est aussi simple et aussi fou que ça. Il y a une de leurs phrases qui résume tout ça de façon hyper puissante. Ils disent « Nous, les OMI, c'est leur mot pour être pensant, nous créons le WAM en y pensant. La réalité extérieure se plie à notre processus mental. » L'idée est juste dingue. La conscience n'est pas un miroir qui reflète le monde. C'est un projecteur qui aide à les créer. Ok, mais alors, si c'est nous qui créons notre réalité, ça pose une question gigantesque, non ? Une question qui nous amène à la dernière pièce du puzzle de leur philosophie. Si on est les sculpteurs, qui a fourni l'argile ? Qui est à l'origine de ce potentiel infini ? L'ayodi. Et c'est là qu'ils parlent d'un véritable drame cosmique. Pour l'illustrer, ils utilisent le mythe grec de Tantale. Vous savez, ce roi condamné à avoir faim et soif pour l'éternité, avec la nourriture et l'eau qui reculent dès qu'il essaie de les attraper. Eh bien pour eux, c'est pareil pour nous. On voudrait tellement connaître la réalité vraie, la réalité pure, mais notre propre conscience la transforme à l'instant où on essaye de la toucher. Elle nous échappe à jamais. Et c'est là qu'intervient le concept final, ou A, le générateur. On pourrait dire que c'est leur version de Dieu, mais avec une différence énorme. Oua serait la seule, l'unique conscience capable de voir l'ayodi, l'océan de potentiel, tel qu'il est vraiment, dans sa totalité, sans le modifier. Oua n'est pas un créateur au sens où on l'entend, c'est l'observateur parfait. Alors, pour résumer qui est Oua, il ne crée pas l'univers, il génère le potentiel pour tous les univers. L'ayodi, ce potentiel, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui, c'est une partie de lui, un acte de son être. Sa pensée ne change rien à ce qu'il voit. Et la conclusion est juste fascinante. Là où nous, on voit une infinité de choix, de possibles, Oua, lui, voit une seule et unique réalité. Un tout, éternel, qui ne change jamais. Et voilà, on arrive au paradoxe final, le cœur de toute leur pensée. Notre conscience a un pouvoir incroyable, celui de façonner un univers entier à partir d'un potentiel infini. Mais ce pouvoir, c'est aussi notre prison. C'est un cadeau empoisonné. Parce que c'est ce pouvoir même qui nous empêche, pour toujours, de connaître la vraie réalité, la réalité brute, sans filtre. Alors, qu'on y croit ou pas, qu'on trouve ça fascinant ou complètement fou, cette philosophie nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse. Si la pensée a vraiment le pouvoir de façonner la réalité, même un tout petit peu, alors quelle réalité est-on en train de créer là, maintenant ? Chacun pour soi et tous ensemble. C'est une pensée qui, à elle seule, pourrait bien changer notre façon de voir le monde.